Dans cet épisode, vous allez découvrir ce qu'est réellement le burn-out parental, comment il se manifeste, ses causes, ses conséquences et surtout comment y survivre et retrouver un équilibre. Pour nous guider, j'ai l'immense honneur d'accueillir une experte dans le domaine, professeur Moira Migolajak. Bonjour professeur. Bonjour. Vous commencez toujours et souvent par évoquer votre rôle de parent avant même vos titres académiques. Est-ce que euh, ça veut dire que l'identité parentale prime sur tout le reste? Ah oui, clairement. Ah oui, oui, le plus beau rôle de ma vie, c'est clairement celui de maman. C'est certainement aussi le plus difficile, mais c'est celui, oui, c'est le plus significatif pour moi et de très loin. Ok, on voit ici, en fait, ma question se pose vis-à-vis de ça. Est-ce qu'un parent est obligé de se reconnaître tout d'abord parent, ou vous pensez, ou c'est vraiment un fait personnel, voilà, chacun peut se retrouver quelque part dans ce scope, dans ce Non, non. prisme. Oui, non, je pense que comme vous le dites, chacun accorde une place plus ou moins importante à la parentalité dans son identité. On sait que traditionnellement, les femmes y donnent un peu plus de place, mais ceci étant dit, il y a des papas pour qui le rôle parental est aussi le plus important et prend le plus de place. Donc, euh, clairement, le poids que prend la parentalité dans l'identité de chacun est variable, mais ce qu'on sait, c'est que quand des difficultés s'amoncellent dans le Mhm, domaine de la parentalité, ça atteint très profondément l'individu. mhm. Et donc, on parle ici du burn-out parental, et donc le burn-out parental va avoir des conséquences assez dévastatrices dans la vie de la personne. Mm. En parlant dans les sources plutôt, ouais, peut-être dans les causes, mais dans les sources du burn-out parental, on sait que depuis les années 90, on voit émerger la figure du super parent portée par les Mm-hmm. médias, les psys et même la loi, parce que la loi aussi donne une image de comment devrait être un parent. Vous dites dans votre livre que cet idéal est inatteignable, mais qu'il sert de cap, plutôt voilà, de tendance. Et pourquoi cette pression parentale s'est-elle autant intensifiée et à quel point cela pèse sur les parents d'aujourd'hui, à votre avis? Donc, il y a de très nombreux facteurs pour lesquels la pression sur les parents s'est intensifiée. Donc, ici, il faudrait interroger des sociologues pour avoir une vision complète et ce serait intéressant. Mais une chose est certaine, et là, ça me concerne davantage en tant que psychologue, c'est que cette pression accrue que l'État a mis sur les parents euh, joue un rôle significatif dans la vulnérabilité au burn-out parental parce que, et d'autant plus, aurais-je envie de dire, depuis l'avènement des réseaux sociaux, donc bon, qui prennent de plus en plus de place dans la vie des individus. Et cette pression, évidemment, elle est communiquée, véhiculée à travers les médias, mais aussi à travers les autres parents, à travers les commentaires, les jugements qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais aussi les recettes, les invitations à être ce parent-ci, ce super parent-là, et comment faire ceci pour être un super parent. Et donc tout ça, ça pèse en fait terriblement sur les épaules des parents occidentaux. Et si en fait on sait aussi qu'au niveau des réseaux sociaux, on sait que les réseaux sociaux sont faux. En fait, l'image qu'on véhicule dans les réseaux sociaux ne reflète pas la vérité, en tout cas pas la vérité globale, mais plutôt la vérité du moment. Et malgré j'ai envie de dire connaissance ou le fait que les gens savent ça, est-ce que ça joue quand même, est-ce qu'il y a moyen, ça joue quand même sur le moral, vous pensez? Ça joue quand même, cette pression est quand même là malgré qu'on sache que les réseaux sociaux sont faux? Oui, oui, absolument. Et on a mené des études qui le confirment, qui montrent effectivement que malgré le fait que, comme vous le dites, chacun sait que nous postons tous le meilleur de nous-mêmes, Mhm. le meilleur quelque part de notre parentalité ou de nos réalisations professionnelles sur les réseaux sociaux, c'est une image, c'est une vitrine. On le sait, et pourtant, quand on scrolle et qu'on voit les réalisations des autres, eh bien, ça nous met une pression. Et donc, le fait de le savoir, au moment où on est face à ces sources de pression, eh bien, on n'y échappe pas. Ici, notamment à côté des réseaux sociaux, vous avez aussi tout ce qui est la littérature, j'ai envie de dire des bouquins, des coachs de vie qui viennent et qui vous expliquent comment être un bon parent. Mais quand on parle de parent idéal, pardon, on comprend que plusieurs facteurs entrent en jeu. Vous parlez dans votre livre du fait que la situation émotionnelle du parent, celle de l'enfant, un éventuel handicap, des conditions économiques ou familiales, avec autant de variables, pardon, combien de parents peuvent réellement espérer offrir à leurs enfants une vie, entre guillemets, parfaite ou celui qu'on voit dans les films ou dans les livres, vous pensez? Aucun,
Et c'est tant mieux. Alors, je dis aucun parce que même le parent qui, à un moment est doté d'une excellente santé mentale, tout va bien au travail, son enfant ne présente aucun problème particulier, quelque part, voilà, tout va bien, on est on arrive à atteindre notre idéal parental. Mais qui sait ce que nous réserve demain? Demain, on peut avoir un cancer qui nous épuise, qui nous fatigue, qui rend difficile le fait de faire telle ou telle activité qu'on faisait avant avec l'enfant. Ou demain, notre enfant, on peut rencontrer des difficultés à l'école, du harcèlement, se refermer, la communication devient difficile, etc. Demain, notre conjoint ou notre maman qui nous aidait peut disparaître. Et donc, en fait, on sait ce qu'on a aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que nous réserve demain. Et donc ça, c'est quelque chose que nous renvoie un certain nombre de parents, c'est de dire, qui nous consultent, qui viennent demander de l'aide pour burn-out parental, c'est de dire, mais en fait, je ne pensais jamais que j'aurais à vous écrire ou à vous appeler, parce que, ben voilà, avant, tout se passait bien. Mais c'était avant. Et puis, des circonstances ont changé. Et puis, tout d'un coup, ben, on entame cette mauvaise glissade. Et donc, personne ne peut se dire pour toujours à l'abri du burn-out parental. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de le comprendre parce que le burn-out parental n'est pas avant tout une affaire de personne, mais est avant tout une affaire de circonstances. Et bien évidemment que notre personnalité nous met plus ou moins à risque. On ne peut pas dire que la personnalité n'a aucun rôle, mais les circonstances ont un rôle absolument majeur. Et donc, ça, c'est vraiment un point extrêmement important et j'ai perdu le fil de votre question, je m'en excuse. Il n'y a pas de souci. Mais justement, rebondir aussi au niveau des circonstances, quand je vous ai contacté, je voulais parler de la charge mentale. Soyons honnêtes, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne parlerait pas de la charge mentale? Parce que c'est un terme qu'on utilise un peu à tout va, j'ai envie de dire, et tout le monde parle de charge mentale, notamment les femmes à raison. Mais la question que je me posais au moment où je vous ai contacté, c'est les pères aussi sont confrontés à cette charge mentale. Et vous m'avez dit, la charge mentale n'est qu'une facette du burn-out parental. C'est quelque chose j'ai envie de dire, qui fait partie du burn-out, mais qui ne résume pas tout. Est-ce que vous ne parlez pas du burn-out parental? Donc, je vous demande, comment est-ce que vous définissez le burn-out parental? En quoi cela se distingue d'une simple fatigue ou de fait de se sentir dépassé des événements? Parce que les parents sont souvent perdus à ce niveau-là. Absolument. Et donc, votre question appelle de fait à clarifier la notion de burn-out parental, je vais le faire dans un instant, et appelle aussi à clarifier peut-être ses causes, ce que je vais faire dans un second temps. Donc, le burn-out parental, c'est un syndrome d'épuisement. Qui est à distinguer du burn-out professionnel, qui est aussi un syndrome d'épuisement, mais qui survient dans la sphère professionnelle. Donc, dans le cadre du burn-out parental, on a 4 symptômes qui forment en réalité des stades. Donc, le premier symptôme, c'est l'épuisement. L'épuisement dans son rôle de parent qui est, comme vous le dites, à distinguer d'une simple fatigue. Une fatigue, ça disparaît après 2-3 bonnes nuits de sommeil. L'épuisement, c'est quand vous avez raclé les fonds du tiroir d'énergie, il n'y a plus d'énergie. Vous êtes en mode survie. Et donc, cet état d'épuisement va amener après un certain temps le second symptôme, le second stade du burn-out parental, qui est la distanciation affective d'avec ses enfants. En fait, le parent garde le peu d'énergie qui lui reste pour lui-même, il est en mode survie, en mode robot, pilote automatique, et donc il se distancie en fait affectivement de ses enfants, il n'est plus dans la relation, il n'a plus l'énergie d'être vraiment dans cette relation, il est vraiment, oui, en pilote automatique, il met un pied devant l'autre. Alors, tout ça va amener le troisième symptôme, qui est le troisième stade, c'est la perte de plaisir et d'épanouissement dans le rôle parental. Vous n'avez plus de plaisir à être avec vos enfants. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne les aimez plus. Mais quand vous êtes en présence de vos enfants, ce sont les sentiments de fatigue, d'épuisement, d'irritation, d'impatience qui dominent. Et donc, beaucoup de parents en burn-out nous disent « mais moi, j'adore aller voir mes enfants dormir la nuit parce qu'en fait, ce sont les moments où je peux ressentir à nouveau l'amour que j'ai pour eux. Parce que quand je suis en leur présence, je me sens juste à bout. » Et alors, tous ces symptômes-là vont amener le quatrième et dernier symptôme du burn-out, qui est le contraste. Le contraste avec le parent qu'on était avant et avec le parent qu'on veut être. Le parent a l'impression qu'il n'est plus du tout le parent qu'il était, plus du tout le parent qu'il voudrait être. Et ce contraste, évidemment, cet écart génère une très importante détresse, des sentiments de culpabilité, de honte,
qui vont renforcer tous les symptômes précédents. Et donc, on va très rapidement avoir des effets de boucle où un symptôme finit par renforcer les autres. Et donc, ça forme un nœud très dense dans lequel le parent a l'impression qu'il est piégé, qu'il ne peut pas s'en sortir. Et ça, c'est vraiment un sentiment contre lequel je souhaite lutter. Le burn-out parental, même si quand on est dedans, on a l'impression d'être dans un trou dont on ne sait pas sortir, dont on ne trouve plus la sortie, ou dans un tunnel tout noir, il y a de la lumière au bout du tunnel, on s'en sort. C'est très, très important de le dire, de le redire encore, parce que le burn-out parental, et on va discuter des conséquences, je pense, plus loin dans ce podcast, augmente très fortement les idées suicidaires, et donc notamment, mais pas seulement, mais notamment par ce sentiment qu'on ne va jamais s'en sortir. Donc, on s'en sort. Mais pour comprendre comment on s'en sort, je pense que c'est important, comme vous l'avez dit, de revenir sur ces causes et de comprendre que celles-ci sont multifactorielles. Et donc, effectivement, vous aviez évoqué la question de la charge mentale et je vous avais dit, oui, c'est un facteur de risque parmi d'autres. Et donc, en fait, pour comprendre l'origine du burn-out parental, je pense que c'est important de comprendre qu'en fait, la parentalité, c'est comme une balance. Vous pouvez imaginer une balance avec deux plateaux. Et sur le plateau de gauche, mettons, vous avez tous les facteurs qui vont augmenter votre stress en tant que parent. Ces facteurs peuvent être des facteurs internes. Par exemple, vous voulez être un super papa, vous voulez être le papa que vous n'avez pas eu, etc. Ou vous êtes de nature perfectionniste, ou vous êtes de nature anxieuse, et donc vous vous inquiétez pour ci, pour là. Donc, ça peut être des facteurs internes, ou vous êtes désorganisé, etc. Mais ça peut être aussi des facteurs externes qui augmentent le risque. Par exemple, vous avez un enfant qui souffre de difficultés scolaires, de troubles émotionnels, qui a des problèmes de santé physique, un handicap, ou bien vous avez un coparent ou une coparente qui est extrêmement, qui vous met la pression, qui n'est jamais contente ou content de ce que vous faites en tant que parent, etc. Et donc, il y a plein de facteurs, en fait, qui vont augmenter notre stress en tant que parents. Et puis de l'autre côté de la balance, sur un autre plateau, nous avons tous les facteurs qui vont diminuer notre stress en tant que parents. Et là, à nouveau, il peut y avoir des facteurs internes, comme le fait d'être très bien organisé, de noter tout ce qu'on doit faire, justement pour outsourcer. La charge mentale, je la déplace, je note ça dans un agenda ou dans des listes. Nous avons le fait d'avoir une personnalité cool, relax, confiante, etc. Et puis, nous avons tous des facteurs externes qui diminuent notre stress en tant que parents. Ça peut être l'aide de notre coparent, ça peut être l'aide de voisins, des grands-parents, etc., etc., de bons amis. Et dans la plupart, heureusement, des périodes de notre vie de parents, la balance, elle est relativement en équilibre. Elle se déséquilibre à certains moments. Par exemple, votre enfant fait une grave chute à vélo, il est embarqué dans un hôpital à 80 km du domicile familial. Ouh là là, ça devient compliqué, etc. Mais en fait, à ce moment-là, il va normalement, souvent, avoir des ressources externes qui vont se mettre en place. Un voisin va proposer le conjoint va rentrer plus tôt, etc. De sorte que la balance se rééquilibre. Mais malheureusement, il y a des moments dans la parentalité où il n'y a pas cet effet de rééquilibrage et où soit il y a trop de facteurs de stress qui se rajoutent à un moment donné, ou, et ça c'est important de le signaler aussi, parfois il n'y a aucun facteur de stress qui se rajoute, mais il y a des ressources importantes qui disparaissent suite à un divorce ou suite à la maladie d'un grand-parent, etc., etc. Ou simplement suite à la maladie d'un parent, et donc vous avez des ressources physiques qui disparaissent. Vous étiez avant plein d'énergie, et puis là, voilà, vous avez le cancer, vous avez d'autres difficultés, et vous n'avez plus cette énergie. Donc, que ça soit par l'ajout de stresseurs ou le retrait de ressources, cette balance, elle peut se déséquilibrer. Et heureusement, si elle se déséquilibre, on ne va pas tomber en burn-out comme on tomberait dans un trou, mais ça va engendrer du stress chronique. Et si on n'arrive pas à la rééquilibrer, eh bien alors on devient, au fil des semaines, des mois bien sûr, extrêmement vulnérable au burn-out parental, à cet état d'épuisement qu'on a décrit avant. Et donc vous voyez que la charge mentale, voilà, c'est un facteur parmi d'autres, et c'est heureux parce que il y a des facteurs dans votre balance que vous ne savez pas enlever. Par exemple, effectivement, vous avez un enfant avec un handicap ou un enfant très sollicitant, il y a beaucoup de charge mentale, etc. Ce facteur-là, vous ne savez pas l'enlever de votre balance. Mais
il y a des ressources aussi qui sont inaccessibles. Par exemple, vos parents ont pris leur retraite, je sais pas, dans le sud de la France, au Portugal. Bon, ben voilà, vous avez des copains, des copines, les grands-parents sont super présents, ben vous pas. Bon, ben voilà, c'est des ressources inaccessibles. Donc, on a tous dans notre balance des facteurs de stress qui sont inamovibles et des ressources qui sont inaccessibles. Et ça, quelque part, il faut composer avec ça. Donc, il y a un nécessaire travail d'acceptation avec le fait que tout n'est pas modifiable dans notre balance. Mais heureusement, vu la multiplicité des facteurs de risque et de protection du burn-out, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Mais quand on est en burn-out, souvent, on ne voit plus clair. On ne voit plus dans notre balance que les ressources qu'on n'a pas. Par exemple, notre conjoint ne nous aide pas ou notre coparente ne nous aide pas, comme on a des copains qui sont super aidés par leur femme, ben non, moi pas. On est focalisé là-dessus ou focalisé sur des gros facteurs de stress. Mon fils est difficile ou ma fille est anorexique. Et donc, on ne voit plus que ça. Et on n'arrive pas à voir tous les autres petits facteurs ou les autres ressources qu'on pourrait ajouter ou tous les autres petits stresseurs, micro-stresseurs qu'on pourrait retirer pour rééquilibrer la balance. Ici, au niveau quand je vous écoute, j'entends beaucoup de références à la mère plutôt, enfin à la femme dans ce point de vue-là. Est-ce que les femmes sont plus exposées ou plus susceptibles d'être abandonnées parentales que les hommes? Ça, c'est une question. Et aussi, quels sont les facteurs de stress ou bien les signes les plus fréquents que vous détectez, que vous avez vus plutôt dans les personnes en détresse, on va dire ça comme ça? Oui. Alors, effectivement, le genre est un facteur de risque dans le sens où, parmi les parents en burn-out, il y a dans nos contrées, parmi les parents en burn-out, il y a 2/3 de femmes. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a, parmi les parents en burn-out, 1/3 d'hommes. Attention, je n'ai pas dit qu'1 tiers des hommes étaient en burn-out. Ouais. Parmi les gens en burn-out, il y a 1/3 d'hommes. Et ça, c'est vraiment important de parler de ces papas qui souffrent en silence. Parce que là où... Bon, c'est vrai que le burn-out parental était extrêmement tabou jusqu'il y a approximativement une dizaine d'années. On en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on parle surtout du burn-out parental des femmes. Et on ne parle pas assez. Et c'est pour ça que je vous remercie vraiment de faire ce podcast consacré plus spécifiquement au papa, parce qu'il y a un ensemble de spécificités de l'épuisement des pères dont il faut parler. Il faut pouvoir dire que oui, on peut être épuisé en tant que papa, et beaucoup de papas n'osent pas n'osent pas le dire parce qu'ils vont dire oui, mais ma femme, quelque part, ma femme fait plus que moi. Objectivement, ma femme porte plus que moi. Oui, c'est un fait, mais d'abord, ce n'est pas le cas de tous les ménages. Il y a des ménages dans lesquels l'homme porte plus que son épouse, mais ensuite, il faut... je pense, admettre le fait que les femmes ont été socialisées pour ce rôle d'être mère. Petites, on leur a offert des poupées, des Barbies, des landaux. Alors peut-être que comme moi, elles ont jeté ces Barbies, ces poupées, ces landaux à la poubelle. Mais ceci dit, le fait de le leur offrir disait un jour, tu vas assumer ce rôle-là. Et puis, peut-être on va jouer quand même chez des copines. Là, il n'y a pas les jeux qu'on veut, donc on va quand même devoir habiller une poupée aussi ou là. Quel petit garçon a reçu des poupées, des landaux, etc. En fait, vous pouvez demander aux hommes de votre génération, quasi aucun. Et donc, ça veut dire que les papas, ils n'ont pas été socialisés pour ce rôle. Et leur papa n'a pas été le père qu'on attend des papas aujourd'hui. Donc, ils ont doublement pas été socialisés. Parce que moi, j'ai quelque part... toutes les femmes ont vu leur mère être, alors elles ont peut-être été effectivement pas la meilleure mère, défaillante ci ou là, mais en tout cas, on avait une certaine idée de ce qui était attendu d'une mère. Tandis que les pères d'aujourd'hui, ils ont généralement eu un père qui a été fortement investi dans le fait de ramener de l'argent au foyer, etc., mais qui n'était pas nécessairement investi au quotidien dans les soins, dans l'éducation, dans l'écoute empathique des difficultés de leurs enfants. Et aujourd'hui, on attend des pères qu'ils soient impliqués non seulement tout à fait concrètement, mais aussi émotionnellement. Et là, quelque part, on vous demande quelque chose, mais vous n'avez pas la recette, quoi. On vous demande de préparer un super repas, sauf qu'on vous donne pas le mode d'emploi. Et donc, ça demande aux pères une sacrée dose de créativité, ça leur demande d'avoir tout un travail identitaire sur quel père je veux être, comment être ce papa-là, tout en combinant ça
avec l'autre rôle attendu des pères, parce qu'on n'a pas dit au père, on attend tout ça de toi, mais on te décharge de tout le reste, du fait qu'on attend que tu sois plus sensible, plus impliqué, etc. Ok, alors tu dois plus être ce roc sur lequel on peut toujours compter, tu dois plus être ce pilier solide. Non, 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 non. Le père, il doit continuer à être ce roc extrêmement solide sur lequel on peut s'appuyer en toutes circonstances. Et en même temps, on lui demande d'être ce papa sensible, etc. Et donc, la tâche pour les papas de votre génération, de cette génération, est extrêmement complexe. Et il faut pouvoir le reconnaître parce que ça, c'est un facteur de vulnérabilité du burn-out. Et donc, voilà, ça explique pourquoi même si statistiquement les hommes font moins que les femmes encore aujourd'hui dans les foyers, mais ce n'est pas le cas de tous, et bien pourtant ils sont quand même vulnérables au burn-out parental. Ici, vous parlez du fait que justement, au niveau des hommes, le partage aussi est un peu compliqué pour eux de dire ce qui ne va pas, de dire que ça ne va pas, parce que justement, traditionnellement, l'éducation a été faite, comme vous dites, que l'homme devait être le roc sur lequel il peut compter. Un partage général au niveau de ses sentiments dans la globalité, de dire que voilà, ils n'en peuvent plus, c'est compliqué. Est-ce que vous avez vu ça dans vos patients? Oui, c'est vraiment, je pense que c'est un des nœuds du problème, cette difficulté à partager les difficultés. Et c'est d'autant plus compliqué pour les hommes que, comme vous le dites, ben voilà, on attend qu'ils soient Hercule, etc. Mais en plus, traditionnellement, l'homme, j'avais un professeur, enfin, j'avais un professeur, il vit toujours, mais il n'est plus mon professeur, Bernard Rimet, qui nous disait toujours, qui est un grand spécialiste du partage social des émotions, qui disait les femmes parlent de leurs émotions avec à peu près n'importe qui, leurs copines, tout le monde, même quelqu'un à l'arrêt de bus, etc. Les hommes n'évoquent leurs émotions qu'avec les personnes qu'avec les personnes devant lesquelles ils se montrent nus, à savoir leur mère, leur femme et leur maîtresse, éventuellement une prostituée. Et donc, il disait, ça c'est ce qu'il nous disait à l'époque. Ouais. J'ai fait mes études à la fin des années 90. Et donc, les hommes, nous disait-il, partagent moins facilement leurs émotions avec leurs copains ou leurs amis ou les copains du club de sport, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les choses commencent très timidement à changer. Mais donc, si on revient à ça là, ça veut dire que l'homme, sa femme devrait être un partenaire privilégié pour partager ses émotions, ses difficultés liées au rôle de père. Mais dans un certain nombre de cas, la femme va reclaquer, entre guillemets, l'homme en lui disant « Mais de quoi tu te plains? C'est moi qui porte tout. » Et donc, ça c'est une chose que nous disent certains papas, c'est qu'ils nous disent « En fait, la personne avec laquelle j'aurais envie de partager, c'est mon épouse, mais c'est vrai qu'elle est encore plus épuisée que moi et donc elle ne peut pas entendre que je suis épuisée parce que dans les faits, et ça rend les choses compliquées parce que, et c'est pour ça que c'est important de dire que il y a des professionnels que les psys, quelque part, sont là aussi pour être une soupape dans laquelle peut se déposer tous ces vécus difficiles qui doivent pouvoir se dire et qui sont légitimes. Ici, au niveau de la description que vous avez donnée des raisons des burn-out parentales, je me suis dit, mais on est quand même tous un peu à la lisière, à la frontière du burn-out quand on explique, oui, les cas de figure où des distanciations, j'ai envie de dire temporaires, où à un moment on en a ras-le-bol des cris des enfants, ou allez, des choses comme ça, on passe tous par ces stades-là à un moment ou à un autre. On n'a pas envie de rentrer à la maison parce qu'on est fatigué, on sait qu'à la maison ça va être le bordel, on se dit on va traîner une demi-heure de plus, prendre un petit verre, rentrer à la maison, soyez honnêtes. Et parfois justement, non, le lendemain tout se passe bien, on est heureux, on rigole avec les enfants. Est-ce que le fait d'être en burn-out parental, ça veut dire que cet état-là est en permanence ou bien on Oui. a des hauts et des bas qui Alors, fluctuent? en permanence, non, enfin, oui et non. Je m'explique. Donc, effectivement, comme vous dites, on passe tous par des jours où on est fatigué, où on en a ras-le-bol, où on a moins investi, etc., où on n'est pas le parent qu'on était. Et ça, ce n'est pas un indicateur du burn-out. Mais de fait, quand ces vécus se multiplient, quand leur récurrence devient très importante, et ça ne veut pas dire forcément qu'on le ressent tous les jours, parce que même des parents en burn-out nous disent, ben voilà, il y a des jours où je récupère un peu d'énergie, etc., où j'arrive à être connecté. Mais en fait, la plupart du temps, ce vécu d'épuisement,
de distanciation, de perte de plaisir, de contraste est présent. Et c'est ça qui finalement doit alerter. Parce que beaucoup de parents, à un moment donné, quand ces vécus deviennent récurrents, se disent ben, « ça va passer, demain ça ira mieux ». Et puis demain, ça ne va pas mieux. Et à un moment donné, il n'y a pas que le psychisme qui s'use, il y a le corps qui finit par s'user. Et ça, nos études le montrent très bien. Ce stress, cet épuisement engendre une hypercortisolémie, donc une sécrétion très importante d'hormones de stress, qui lui va avoir des conséquences organiques. Et donc, à un moment donné, la santé physique est aussi en jeu, outre la santé mentale. Et donc, c'est important, finalement, d'être davantage dans une démarche peut-être préventive que curative. Quand on a commencé à parler du burn-out parental et que les médias s'y sont intéressés, c'était en 2017, donc avant la pandémie, et puis à la faveur de la pandémie, c'est peut-être un de ses seuls effets positifs, c'est que les médias ont beaucoup parlé du burn-out parental, donc ça a vraiment contribué à lever le tabou. Et là, on a vu que les gens consultaient plus tôt. Parce qu'avant la pandémie, les gens qui arrivaient en consultation pour burn-out, ils étaient, je m'excuse du terme, mais délabrés. Là, on a commencé à avoir des gens qui consultaient effectivement plus tôt. Mais il faudrait idéalement arriver encore une étape plus tôt. C'est-à-dire que il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre d'être vraiment au bout du rouleau pour consulter. Il ne faut pas attendre d'être totalement en crise pour faire un état des lieux de sa balance et se dire, ben tiens, moi, je n'y vois plus clair. Avec un professionnel, ben tiens, qu'est-ce que je pourrais rajouter, comme ressources, qu'est-ce que je pourrais retirer, comment je pourrais changer mon organisation, etc. Finalement, c'est presque une hygiène de vie. Et en parlant d'hygiène de vie, justement, et j'aimerais faire le lien avec un témoignage qui vous a peut-être particulièrement marqué ou quelque chose que vous avez en tête. Quelles sont les conséquences, justement, de ce burn-out? Qu'est-ce qui arrive après? Oui. Et une bonne raison, effectivement, une autre très, très, très bonne raison de prévenir le burn-out parental, outre ses conséquences sur le parent lui-même, sont les conséquences sur le système familial. Donc, au niveau du parent, je l'ai évoqué brièvement, on a donc à la fois des conséquences sur la santé mentale, puisque si le burn-out n'est pas pris en charge, on peut virer vers la dépression. Il y a les idées suicidaires qui deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus fréquentes, de plus en plus vivaces au fur et à mesure que le burn-out parental s'aggrave. Et puis des conséquences, comme on l'a dit, sur la santé physique. Mais il n'y a pas que des conséquences sur le parent. Il y a aussi les conséquences sur les enfants. La sévérité du burn-out parental augmente linéairement la fréquence des comportements de négligence et de violence à l'égard des enfants. Et donc, même des parents qui n'ont jamais été violents auparavant, qui sont philosophiquement, absolument contre la violence éducative, eh bien, peuvent devenir violents en raison d'un burn-out parental. Et c'est ça qui est déchirant, c'est que le burn-out parental, il vous transforme, il fait de vous le parent que vous voudriez surtout pas être, et donc vous vous détestez. Et ça, c'est un symptôme fréquent aussi du burn-out parental, c'est que ces parents développent une forme de haine d'eux-mêmes. Ils sont tous qui ne voulaient pas être. Mais le cortisol, dont on a parlé précédemment, a un effet pervers, entre guillemets, qui est qu'il réduit les capacités inhibitrices. Donc, c'est un terme un peu technique, mais vous imaginez, vous êtes sur un cheval et vous avez les rênes en main. Ça veut dire que même si ce cheval, il veut aller plus vite, vous pouvez tirer les rênes. Et nous, dans le cerveau, on a donc l'équivalent des rênes, ce qu'on appelle les mécanismes inhibiteurs. Là, vous avez peut-être envie de faire autre chose pendant qu'on se parle, mais enfin, je ne pense pas parce que vous avez l'air très intéressé. Mais imaginez que voilà, les étudiants, ça arrive, ils sont au cours, ils aimeraient bien sortir boire un verre avec leurs copains, mais ils savent qu'ils doivent rester au cours et donc les mécanismes inhibiteurs se mettent en place pour inhiber cette pulsion de sortir de l'auditoire et rester là. Et donc, parfois, on est énervé, on aurait envie de crier sur ses enfants, on aurait envie de les secouer, mais il y a les mécanismes inhibiteurs qui font que on respire, et non, on ne crie pas, et non, on ne les jette pas par la fenêtre. Mais le cortisol, il réduit l'efficacité de ces mécanismes inhibiteurs. C'est comme si les rênes, c'est comme si vos mains étaient molles. Oui, vous les avez en main, mais ça marche plus bien, quoi. Et donc, ça ne fonctionne plus bien. Et du coup, vous pouvez
être amené à sortir littéralement de vos gonds, à avoir des hurlements hystériques, à être complètement plus vous-même en fait. Et ça peut avoir un côté effrayant pour le parent, parce que des parents nous disent « bah oui, on a tous eu des pensées d'avoir envie de jeter nos enfants par la fenêtre, mais bien sûr qu'on sait qu'on ne va pas le faire. Oui. Mais dans ces moments-là, certains parents disent « mais moi, je veux consulter parce que je commence à avoir peur de moi-même. Et donc, je veux protéger mes enfants. » Alors attention que tous les parents ne deviennent pas violents, tous les parents en burn-out, heureusement, ne deviennent pas violents physiquement. La forme de violence la plus fréquente observée en lien avec le burn-out parental, c'est ces hurlements hystériques, donc cette perte de contrôle, mais plutôt dans les cris, etc. Mais chez les parents qui usent déjà de la fessée, même si c'est interdit dans un certain nombre de pays européens, mais on sait que l'interdiction n'a pas pour effet d'annuler totalement cela, mais il va y avoir une augmentation de la fréquence, en fait, par exemple, des fessées, etc. Donc, voilà. Et alors, le couple n'est pas épargné non plus, puisque vous avez une augmentation des conflits, on devient plus irritable, et on a un effet que certains parents essaient de réfréner l'agressivité, l'impatience qu'ils ressentent vis-à-vis de leurs enfants. Ils déplacent ça sur leur conjoint. Mais du coup, voilà, le conjoint en fait les frais. Il y a des parents burn-out, évidemment, qui reprochent à leur conjoint de n'être pas suffisamment, ou à leur conjointe de n'être pas suffisamment présent, etc. Et donc, clairement, il y a une augmentation aussi des conflits. Donc, finalement, le burn-out parental porte atteinte à tout le système familial. Est-ce qu'un retour en arrière est possible à ce stade-là, quand vous dites que des parents arrivent chez vous complètement délabrés? Est-ce qu'il y a moyen, enfin, restons optimistes, de dire, voilà, on peut reprendre les rênes, comme vous dites? Oui, et donc c'est ça qui est rassurant en fait, c'est que à partir du moment où vous allez consulter un professionnel, il va se passer deux choses. La première, c'est que vous allez pouvoir déposer tout ce qu'il est difficile de déposer, peut-être à votre conjoint ou à vos amis, parce que parfois on n'a pas envie d'avouer à nos amis certaines choses. Aux professionnels, aux psy, vous allez vraiment pouvoir tout déposer, tous ces sentiments. Donc il y a déjà un effet, ok, j'ai posé tout ça là. Et ça, on sait que c'est déjà thérapeutique. Et ensuite, il y a l'autre chose qui va être faite, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir rééquilibrer cette balance. Et ça va pas être la même chose. Imaginons que vous et moi, nous soyons tous les deux en burn-out. Eh bien, la manière dont on va pouvoir rééquilibrer notre balance ne va pas être la même. Et pas seulement parce que vous êtes un homme et que je suis une femme, mais surtout parce que, par exemple, il y a des facteurs qui pourraient être malléables chez vous et pas du tout chez moi. Peut-être que vous traitez votre anxiété, ça pourrait être relativement facile, alors que traiter mon anxiété pourrait être beaucoup plus difficile. Ou que traiter mon perfectionnisme parental et réduire mes attentes, peut-être ça pourrait être plus facile, et que vous, ça pourrait être extrêmement difficile parce qu'il y a encore toute une série parce que votre perfectionnisme parental, par exemple, serait très fortement encore aujourd'hui enraciné dans une enfance difficile et où vous vous êtes promis d'être le parent que vous auriez voulu être et quelque part d'être ce papa que vous n'avez pas eu. Et donc, il y a des personnes avec lesquelles on va vraiment devoir revenir à la racine de certaines choses qui les empêchent d'être davantage bienveillants avec eux-mêmes, de lâcher prise, etc. Et donc, en fait, et pareil, par exemple, mobiliser l'aide du conjoint. Dans certaines familles, c'est tout à fait possible. Le conjoint est même demandeur d'aider, mais c'est le parent qui est difficile à déléguer. Mais dans d'autres familles, le parent, il aimerait bien déléguer, sauf que le conjoint n'est pas disponible parce que son travail ne lui permet pas. Et donc, c'est pour ça que faire l'état des lieux de la balance est très important. Et ensuite, regarder pour ce parent-là ce sur quoi il va être le plus facile d'agir rapidement. Parce que l'enjeu, c'est de dégager d'abord assez rapidement un tout petit peu d'énergie. Parce que le parent qui est en burn-out, il n'a plus d'énergie, mais donc pas non plus pour la thérapie. Donc au départ, il va falloir mettre en place des tout petits changements pour qu'il récupère un petit peu d'énergie. Et puis alors après, au fur et à mesure qu'on avance dans la thérapie, on va pouvoir travailler sur des facteurs qui pèsent plus lourd dans la balance. Mais donc oui, on s'en sort. Évidemment qu'on s'en sort, mais on s'en sort d'autant plus rapidement qu'on arrive tôt. Et c'est pour ça que la prévention, c'est capital. C'est absolument capital.
Et pour les parents qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent aller ou comment peuvent-ils se renseigner et qui doivent-ils contacter pour faire, j'ai envie de dire, un état des lieux par rapport à eux et Oui. leur relation avec leurs enfants? Donc, s'ils vont, donc je dirais qu'il y a probablement deux sites. Alors, je suis biaisée parce que c'est deux sites que nous avons construits. Le premier, c'est www.burnoutparental.com. Et là, le parent trouvera toute une série de ressources. Il trouvera un autotest pour voir à quel point il est proche ou éloigné du burn-out, voire probablement dedans. Ce n'est pas un diagnostic formel, puisque le diagnostic ne peut se faire qu'en présence de l'individu suite à un entretien, mais ça donne une indication. Il trouvera aussi dans l'onglet parents s'en sortir, il y a un annuaire des professionnels spécialisés dans le burn-out parental qui reprend les professionnels formés dans le monde francophone, en Belgique, ailleurs, enfin, les professionnels formés et qui ont encore de la place, parce que tous les professionnels formés ne sont pas référencés, puisqu'il y en a beaucoup dont les consultations, malheureusement, sont archi pleines. Donc, ça, c'est une première ressource. Alors, si le parent, le papa en l'occurrence qui nous écoute, se dit, bon, moi je suis pas encore en burn-out, mais je me sens sur le fil. Eh bien là, nous avons créé avec ma collègue Isabelle Roskam, avec qui je travaille depuis 2015 sur le burn-out parental, un programme qui est vraiment fait pour les parents, la fraction de parents, les 8% de parents qui, au moment où nous parlons, se sentent sur le fil. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prévenir le burn-out parental, de cueillir les parents au moment où ils sont à risque et de les empêcher de tomber du mauvais côté. Et ça, c'est un programme en ligne, 9 €. Donc, c'est vraiment, c'est à prix coûtant, entre guillemets. L'idée, c'est de pouvoir, et alors, le programme vous permet de comprendre, donc, il y a des vidéos, il y a des exercices qui vous permettent de comprendre d'abord, d'une part, d'effectuer cet auto-diagnostic, avec des guillemets sur diagnostic, de savoir où vous en êtes, mais aussi de faire l'état des lieux de votre balance et de voir chez vous ce sur quoi il y aurait le plus moyen de travailler. Et alors, en fonction, vous allez consulter les vidéos qui correspondent et vous allez télécharger les ressources correspondantes, si vous voulez. Donc, ça permet à chacun, c'est un programme modulaire. Chacun va trouver là ce dont il a besoin par rapport à sa situation personnelle. Mais donc, ce n'est pas destiné aux gens qui sont déjà en burn-out, parce que là, il faut voir un professionnel, mais c'est vraiment pour ceux qui sont sur le fil. Et là, le site, il s'appelle Parents sur le fil, soit très original, www.parentsurlefil.com. C'est très explicite. On arrive malheureusement, et je dis bien malheureusement parce que c'est un plaisir de vous écouter. Je sais que vous avez un autre rendez-vous dans quelques minutes. Ici, quelle est votre actualité à vous? Comment est-ce qu'on peut vous suivre, vos publications notamment? Alors, la meilleure manière, c'est sans doute via ma page LinkedIn ou celle de ma collègue Isabelle Roskam. Et là, vous avez voilà, les actualités scientifiques et autres. Et s'il y a des professionnels qui nous écoutent, parce que nous avons peut-être des papas qui sont par ailleurs psychologues ou coachs ou conseillers conjugaux ou tout autre. Et ils trouveront aussi sur le site www. Alors là, il faut chercher le Training Institute for Psychology and Health, toutes des formations spécialisées dans le domaine du burn-out parental. Donc, s'ils souhaitent se spécialiser dans la prise en charge du burn-out. Tous les liens seront en description. Je mettrai tous les liens en description, comme ça, ce sera plus facile pour les auditeurs de retrouver vos liens, de retrouver ou prendre contact avec vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie d'avoir pris le temps, même si c'est un podcast qui démarre, de dire voilà, d'avoir fait confiance. J'ai appris beaucoup, j'ai eu beaucoup de liens, donc ça me satisfait encore plus. Et si aussi vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.